Bonjour à toutes et à tous. Donc, une présentation qu'on était censé faire à deux avec mon collègue directeur technique, mais qui est hélas malade et donc qui vous transmet ses amitiés. Donc, on va parler de robotique modulaire coopérative. Ces travaux, enfin la création de la start-up et la conséquence logique de 10 ans de recherche à l'Institut Pascal à Clermont-Ferrand, qui est le grand labo d'ingénierie de la ville, où on fait pas mal de robotique. Donc plus fort, ouais, c'est vrai. Ma présentation va parler de robots manipulateurs mobiles, de robots collaboratifs, appelés aussi cobots, de robots coopératifs, parce qu'on fait la différence entre les deux notions, de robots modulaires, et puis on présentera nos propres robots mobiles, modulaires, manipulateurs mobiles, modulaires et coopératifs, d'où le nom M3 Coopératif. Donc collaboration, coopération et modularité en robotique. Si on part du mot robot déjà, c'est un mot qui est apparu en 1921, encore un auteur, Karel Čapek, 1921. Donc Robotnik, c'est un travailleur, un esclave, pour dire les choses clairement dans l'esprit de l'auteur. Le premier bras robotique, généralement, on l'attribue à Unimation, le bras Unimate 1961, dont on voit la photo ici, et qui était destiné à décharger des pièces de fonderie. Donc la recherche a suivi son cours, de nombreuses architectures de robots sont apparues, sérielles, parallèles ou hybrides. Vous voyez un exemple de robot parallèle ici, développé par le LIM d'ailleurs, et transféré à l'industrie. Et puis beaucoup de robots industriels sont actuellement des robots sériels avec une architecture humanoïde, sachant qu'il y a d'autres architectures classiques, cartésiens, portiques si vous voulez, SCARA, plutôt des robots pour se déplacer dans le plan et parfois hors du plan, et ce type de robot qui ressemble au bras humain. En termes d'aperçu, on a 500 000 robots industriels qui ont été installés en 2021, 31% de progression, donc les affaires marchent, sur un parc installé de 3,5 millions. C'est des stats de la Fédération internationale de robotique de 2022. Donc ça, c'est pour les bras, qui constituent une grosse partie des robots de l'industrie. Sur les robots mobiles, il y a deux catégories. Donc, d'un côté, les AGV, ou Automated Guided Vehicles, qui sont les premiers à être apparus. On voit une image en haut à droite d'un robot encore plus ancien que le premier bras, 1953. Une sorte de petit train, un robot pour tirer des convois. Introduit donc dans les années 50 en logistique, avec un guidage au sol généralement, souvent par des bandes magnétiques ou optiques, et peu d'intelligence embarquée. La seconde génération, c'est ce qu'on appelle les AMR, donc Automated Mobile Robots, avec de l'intelligence embarquée, notamment pour faire face aux imprévus. Donc évitement d'obstacles et de personnes, reconnaissance de l'environnement. On voit d'autres classifications, notamment AIV, qui est mentionné dans cette référence. Pour ma part, je n'y vois pas une grosse différence par rapport à AMR, mais on pourra en rediscuter. Donc des applications qui sont maintenant hors de la logistique, la santé, la livraison urbaine, de plus en plus hors de l'usine, avec plus de difficultés évidemment. Alors maintenant, si on agrège ces deux premiers concepts, le manipulateur et l'AGV, si vous posez un ou plusieurs manipulateurs sur une base mobile, vous obtenez un manipulateur mobile. Ça a été longtemps cantonné à la recherche, donc là aussi une curiosité avec le Little Ranger, 1961, un des premiers, si on en croit l'histoire. Un exemple aussi de manipulateur mobile qu'on a développé dans le cadre d'un projet européen sur le désamiantage robotisé, où il s'agissait d'aller gratter le plafond et les murs d'une pièce à décontaminer. Donc ça, c'est recherche. Et les trois de droite, c'est plutôt des produits commerciaux qui sont apparus assez récemment, dans les années 2000. On a déjà une robotisation de beaucoup de chariots élévateurs. Donc ici, vous avez un chariot à main rétractable équipé d'un manipulateur qui a 1 degré de liberté, c'est le mât lui-même, développé par Balio sur une base Fenwick. Vous avez également le fameux Spot de Boston Dynamics, un quadrupède équipé d'un bras.
et des robots d'extérieur aussi, avec ici la société espagnole Robotnik. Un bon aperçu, vous pouvez le trouver dans l'étude de Oyekanlu en 2020, où il y a vraiment beaucoup d'exemples. Donc ça, c'était pour les manipulateurs mobiles. Maintenant, des robots collaboratifs, ou cobots. Donc ça, c'est un terme qui est apparu en 1996 dans la publi de Colgate et Bechkin. Qu'est-ce que c'est qu'un cobot? C'est un robot qui est conçu pour collaborer avec des humains dans un espace partagé. Donc, le premier niveau, c'est ne pas taper l'opérateur, ne pas se gêner, on va dire. Et un niveau plus sophistiqué est de réaliser une tâche commune, comme on peut le voir sur cette image qui est ici, avec la poussée d'un opérateur sur deux AGV qui suivent un peu ces consignes en force. Souvent, la propriété du cobot, c'est un robot, mais avec des limitations en couple sur les actionneurs, du rembourrage. On nous a parlé ce matin de capteurs pour éviter les contacts, donc ça peut tout à fait rentrer dans cette fonction d'évitement d'obstacles. Que dit l'ISO, que disent les normes? Bon, on peut citer deux normes, ISO 13855 sur la sécurité des machines, comment positionner les protections pour les opérateurs, et puis une norme spécifique pour les cobots, la 066, qui, elle, est capable de quantifier les chocs maxi que vous allez recevoir sur chacun des segments du corps. Donc ça a été chiffré en laboratoire. Alors on pourrait croire que le cobot fait tout. Bon, certains en reviennent, en particulier parce que les protections qu'on introduit dans le cobot limitent la performance. Et parfois on s'aperçoit qu'il vaut mieux isoler l'îlot pour qu'il travaille à pleine vitesse si on a des soucis de productivité. Les cobots représentent environ 8% des ventes actuellement, 39 000 cobots en 2021. Alors maintenant, on passe au robot coopératif. Ce terme-là, c'est nous, c'est-à-dire chez Mechabotics en tout cas, Forou et Shebab, qui l'introduisons. Pour nous, des robots coopératifs, ce sont des robots qui travaillent avec d'autres robots sur la même tâche. Donc ça a été longtemps l'apanage des chercheurs. Je vous ai donné quelques exemples. De la poussée coopérative de robots mobiles, de la co-manipulation coopérative avec 3 entités, ce qui est déjà plus rare. Un projet européen qui est vraiment sympa, où ils ont différencié les robots. On avait des robots pieds, robots mobiles, des robots préhenseurs, robots mains, et un robot coordinateur qui assurait la perception. Et donc une flotte qui ne pouvait réaliser la tâche que quand chacun contribuait. Et puis ici, vous avez une vue d'artiste de ce qu'on a fait dans le projet européen de désamiantage, où on avait plusieurs manipulateurs mobiles qui désamiantaient en parallèle pour augmenter la productivité, et avec une unité également mobile d'assistance pour l'aspiration, qui devait éviter de rouler sur le câble. Enfin, on devine tout de suite les problèmes à travailler à plusieurs en environnement restreint. Ces travaux de recherche se sont transposés dans l'industrie. J'ai mis juste 2 exemples, vous en avez certainement d'autres. Ici, vous avez du soudage dextre avec 2 bras robotiques, l'un qui tient la pièce à souder et qui se charge de l'orienter pour rendre accessibles les zones difficiles d'accès, et éventuellement faire du soudage recto-verso, et puis le bras de soudure à proprement parler. Dans le domaine des AGV ou AMR, j'ai choisi l'exemple d'Exotech, puisqu'ils sont capables de coordonner une grosse flotte, plusieurs centaines d'entités, sur des mouvements de déplacement dans le plan et de montée dans les racks, puisque ces robots sont des robots ascenseurs en quelque sorte. Ils peuvent déplacer et monter et hisser des caisses de 30 kg. Tout ça sans collision, et également avec des bras manipulateurs qu'on ne voit pas là, qui peuvent vider les caisses. Donc on peut dire que c'est actif. Ces notions de coopération sont intégrées dans l'industrie, dans certains cas. Le 4e item, c'est la modularité. Donc l'idée est de décomposer le robot en modules. Donc on n'a pas attendu la robotique, il y a déjà de nombreuses machines qui sont modulaires. Il y a 2 approches. Une approche avec des modules identiques, donc on se bio-inspire de la nature, puisque là, votre corps est composé de cellules qui, grosso modo, ont toute une architecture similaire, avec un noyau, une enveloppe, un liquide entre les deux. Alors, un des projets que j'aime le plus, que je vous encourage à aller voir en vidéo, c'est le projet M-Tran du Tokyo Institute of Technology, en 2006. Il est entièrement composé de modules tous identiques, composés de
de cubes à bord arrondi reliés par 2 pivots. Donc chaque module, c'est 2 cubes reliés par un solide intermédiaire. Et il y a une agrégation magnétique. Et rien qu'avec ce modèle très simple, ils sont capables de faire un quadrupède. Ce quadrupède se déplace, il peut laisser un chemin quelques pattes par terre, se réorganiser en serpent et onduler en changeant de mode de locomotion. Je trouve que c'est une vidéo qui est remarquable et qui a inspiré beaucoup de monde. Alors, ça, c'était pour les modules identiques. Les modules différenciés, vous avez des opportunités d'en voir, notamment sur le stand de nos collègues de MS Innov, qui sont pas très loin, puisqu'ils proposent le premier bras français modulaire, composé de différentes entités, plus ou moins grosses. Donc si on regarde le corps humain, on a des articulations avec des couples qui vont décroissant, plus on s'éloigne du bâti. Donc on retrouve cette approche-là. L'auto-assemblage est globalement assez rare. Pour les robots MS Innov, vous devez sortir la clé à cliquer. Et pour M30, par contre, le robot s'assemble lui-même. Ça, c'est très rare encore dans l'industrie. En 2015, avec les collègues de Clermont, on a proposé la notion de polyrobots, c'est-à-dire des robots qui sont faits d'autres robots. Et on introduit le monorobot, qui est l'unité, et le polyrobot, qui est l'assemblage de ces unités. Et la dernière thèse que j'ai fait soutenir à Clermont, celle de Marie Tchaïkovskaya, montre que les Playbots sont parfois plus performants que les robots à taille fixe. Et l'approche actuelle dans l'industrie, c'est d'avoir des petits, des moyens, des gros bras, des petits, des moyens, des gros AGV. On a toujours cette approche de gamme, et qui n'est pas forcément la plus pertinente partout. Alors tous ces concepts, on en a pris certains, et on les a réutilisés dans nos propres produits. Donc on se bio-inspire des fourmis sur 3 aspects. D'une part, l'efficacité extrême des fourmis, puisque vous savez certainement que la fourmi lève 10 fois sa masse. Si vous comparez avec un chariot élévateur qui lève 1 tonne, il pèse généralement 3 tonnes. Donc vous avez un ratio de 0,3, qui est très très mauvais. Déjà passer pour nous à ce ratio de 1, c'est un vrai défi. Deuxième aspect, la coopération. Ici, vous voyez des fourmis qui travaillent à la même tâche ensemble. Elles sont à peu près toutes de la même morphologie et taille. Elles travaillent en grappe. Et ça, bizarrement, dans l'industrie 4.0, on ne le voit pas. Pas trop. On n'a pas cette approche massive qu'ont les fourmis et les insectes coopératifs. Et le troisième élément, c'est l'interconnexion. Donc ici, vous voyez une rareté. Toutes les fourmis ne le font pas. C'est uniquement les fourmis exotiques type tisserand, qu'on ne trouve pas sous nos latitudes, et qui sont capables de faire des sortes de nids. Une feuille est extrêmement difficile à déplacer pour un individu, donc elles vont chercher la feuille et elles créent des véritables ponts sur lesquels les autres individus circulent. Cette interconnexion, à ma connaissance, je ne la vois pas trop dans les produits de l'industrie actuelle. Donc on a agrégé un certain nombre d'idées pour créer nos robots, que vous voyez ici. Donc qu'est-ce que c'est? C'est un robot qui est destiné à déplacer des charges et lever ces charges entre 1 gramme et 1 tonne dans l'entrepôt, dans l'usine ou dans le chantier. Il est composé, j'ai perdu mon curseur, il est composé d'un châssis contenant l'électronique, la motorisation, qui supporte une tourelle motrice et orientable. Nos actionneurs eux-mêmes sont modulaires. Je fais un peu de pub pour notre adhérent de Robotic Space, la société toulousaine Kitera Robotics. Les batteries sont modulaires, c'est-à-dire qu'on peut en mettre un certain nombre, suivant le souhait du client, l'autonomie souhaitée. Plus vous en mettez, plus vous avez de contrepoids et plus vous pouvez lever. Mais l'idée est de ne pas porter du lest pour rien. L'idée, c'est que chaque gramme dans le robot sert à quelque chose. Surtout qu'on a notre contrainte de lever notre propre masse. Donc, on est contraint de différentes façons. Les batteries sont stockées dans des stabilisateurs qui permettent d'avoir des appuis supplémentaires avec des roulettes arrière et qui sont amovibles et qu'on peut déplacer de différentes façons. Sur la face avant, vous avez un système de levage avec des hauteurs variables. Donc, on montre sur notre stand, le stand E32, un système de levage de 1 mètre, mais ça peut monter plus haut. Et en option, vous pouvez avoir un Kobo qui peut aller chercher une portée de diagonale de palette, on va dire, 1m40, 1m20, une charge de 10 kg. Donc l'idée, c'est de pouvoir faire des choses sur ce que vous êtes en train de transporter. Et l'organe terminal peut être changé par un plateau ou un système de gerbage latéral, que je n'ai pas le temps de détailler.
Le choix de l'échelle du module, il est quand même critique. Hein. Dans la nature, vous avez des cellules qui sont microscopiques. Chaque cellule, elle fait des choses, mais pas des choses très utiles à notre échelle, en tout cas. Et c'est uniquement l'agrégation des cellules qui fait des choses utiles. Donc nous avons choisi que notre robot élémentaire fasse la taille d'un homme pour qu'il puisse déjà faire des choses utiles à l'échelle de l'homme. Donc se déplacer dans des allées qui sont étroites parce que prévues pour des hommes, 70 cm de large, entre des racks, entre des postes, monter dans un ascenseur et pouvoir aller aussi dans une zone qui est généralement pas desservie par la robotique, c'est la mezzanine. Typiquement l'espace qu'on rajoute quand on n'a plus de place. Donc nos configurations nous permettent de charger tout type de charge entre 1 gramme et 1 tonne, tout à fait à droite. Donc entre 1 gramme et 10 kg du Kobo. Entre 10 et 100 kg, c'est plutôt le système de levage qui va lever une caisse au sac. Quand vous combinez les entités, vous allez avoir deux choses. Une progression de la capacité de charge et l'ajout de fonctions. Donc on voit que là, on peut déjà manipuler avec un bibot une demi-palette, avec un tribot une petite palette de 700 kg, et avec un quadribot une grosse palette d'1 tonne ou un big bag. Mais c'est accompagné aussi de plus de mobilité. Le bibot déjà est quasi omnidirectionnel, le tribot l'est complètement, il peut évoluer dans des allées étroites, ce qui est un gros avantage aussi, puisque ça nous permet de récupérer de la surface, 30% de stockage en plus dans le même entrepôt. Et puis le quadribot peut jouer sur ses appuis et sur les centres de gravité, ce qui était présenté sur les modèles dynamiques de Philippe Souer, et assurer une fonction de franchissement d'obstacles. Voilà. Donc, pour résumer, cette modularité, elle nous permet de voir nos robots comme une brique Lego unitaire qu'on va pouvoir combiner. Pourquoi faire? Pour reproduire et émuler en quelque sorte le comportement de tous les types de machines qu'on peut trouver dans l'entrepôt. Il y en a une bonne dizaine de catégories, hors de l'entrepôt, notamment avec tout ce qui est port latéral, qu'on trouve pas mal en forestier, et dans tout ce qui est charge longue. Et cette reconfiguration de briques Lego, on vise à la faire en quelques dizaines de minutes. Voilà. Donc en conclusion, donc des conclusions générales déjà, sur les cobots, c'est déjà bien sur le marché, à peu près 10% des robots industriels. Il y a des cas où c'est idéal, comme troisième bras d'un opérateur, et il y a des cas où c'est pas idéal, pour la production intensive par exemple. Tout ce qui est robot, pas mal de travaux de recherche, ça commence à peine à arriver sur le marché. On a des problèmes de coordination de bras. Il faut quand même distinguer ce qui était évoqué juste précédemment, là, de la planification hors ligne, préfabriquée, ou de la planification en ligne qui est capable de réagir à un environnement variable, par exemple. Moi, je pense qu'il y a beaucoup à piocher en bio-inspiration, notamment chez les fourmis, chez les termites, chez les oiseaux. Je vous encourage à aller rendre visite au labo de nos collègues du Centre de recherche en conditions animales de Toulouse 3. Ils sont passionnants. Et pour ce qui est de la modularité, principalement, on trouve des modules tous différenciés par fonction. C'est assez rare de trouver des modules identiques. Et la notion de polyrobot arrive juste sur le marché. Donc là, vous voyez notre bibot, designé par notre designer Tamim Daoudi. Notre ambition, c'est d'avoir le premier polyrobot modulaire sur le marché. Une sorte de chaînon manquant en termes de taille entre un gros chariot élévateur et un petit AMR, avec, suivant les clients, soit de la téléopération, soit de l'autonomie véritable pour un fonctionnement de robot. Comment est fabriqué notre Kobo? C'est une agrégation d'un AMR et d'un Kobo. Et on va pouvoir émuler plein de machines. Donc pourquoi de la modularité et quel impact durable ça a? Et il faut bien voir qu'actuellement, on achète beaucoup de machines différenciées. Et simultanément, on nous dit qu'il y a beaucoup de gâchis. Si on regarde le taux d'utilisation des machines d'un entrepôt, il est inférieur à 40%. Vous achetez une machine, elle va travailler même pas la moitié de sa vie. Donc là, cette approche modulaire va permettre d'acheter une brique que vous allez pouvoir recombiner et utiliser tout le temps pendant les 20 ans de durée de vie du produit. Et vous allez aussi pouvoir vraiment modifier en fonction de
des changements dans votre activité. Si l'entrepôt se met à apporter plutôt des petites charges et quelques années plus tard, plutôt des très grosses, vous allez pouvoir reconfigurer votre fourmilière de façon dynamique. Voilà, merci pour votre attention.